il nous faudrait des thanatologues de la mode. Se vêtir et même revêtir nos morts, c'est un peu le rituel qui rend la mode, immortelle, en quelque sorte. C'est ça, il y a cette volonté d'inscrire dans le temps et dans l'espace quelque chose et puis que ça reste, éternellement, mais ça reste quand même, plutôt de l'ordre de l'éphémère. Il y a une certaine part d'immortalité du fait que, il y a un phénomène de séparation et donc du coup, les vivants vont se reconstruire de leur côté tout en gardant une image de l'individu, décédé, l'image qu'ils jugent la plus convenable et qui peut répondre soit à leurs attentes, soit à des attentes sociales. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question: qu'est-ce que la mode? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour Denis. Bonjour, merci. Merci de nous retrouver sur Qu'est-ce que la mode? Alors bonjour aussi chères auditrices et auditeurs. Alors vous êtes nombreux à nous avoir rejoints depuis la première intervention de Denis sur Qu'est-ce que la mode? Alors laissez-moi vous le présenter. Il est chercheur archéologue et étudie spécifiquement les rituels funéraires. Alors pourquoi ce métier vient intervenir sur Qu'est-ce que la mode? Mais justement, c'était ce qu'on s'était dit pour ta première intervention. C'était notre première Toussaint de Qu'est-ce que la mode? Je redonne le titre, c'était Culture numéro 20, le vêtement de deuil et du défunt. C'était super riche. Et puis notre première Saint-Valentin aussi, on l'a faite ensemble. Et c'était à propos des Memento Mori. Les auditeurs et auditrices, je vous laisse aller découvrir après ces épisodes. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait parler immortalité. Alors, l'immortalité, c'est tout ce que souhaiterait la mode en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Denis? Immortalité et mode. Un peu large. Oui, effectivement, c'est une thématique très large. Après, la question de l'immortalité de la mode, il y a une certaine immortalité à partir du moment où ça rentre dans le cadre historique. Je pense à la petite robe noire, qui est un vêtement mythique. Donc, Ouais. obligatoirement, il y a un côté immortel dans le fait de la pérennité, même si aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore produite ou s'il en reste beaucoup, mais en tout cas, les originelles euh, doivent être dans des placards ou alors dans des musées. Ouais, c'est ça, on parle d'intemporalité et c'est hors temps. En fait, c'est par cette passion aussi des basiques et des archétypes, qu'on parle de classiques comme la petite robe noire ou même les basiques, on dit: «Ah, le t-shirt blanc, c'est un basique, le jean et tout ça» et donc ça vient marquer, l'histoire et donc d'un côté, on parle de mode, qui va marquer l'histoire et puis de mode éphémère. Mais ma première question, c'est: est-ce qu'elle est vraiment éphémère? Bah, la mode chez les vivants, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui se renouvelle constamment, qui s'est constamment renouvelé. Donc, on peut considérer une certaine éphémérité de la mode. Maintenant, si on regarde un peu les travaux des anthropologues comme Bronislaw Malinowski, il explique que ce qui va rester dans le temps, c'est aussi lié à une transformation. C'est-à-dire que des éléments vont rester dans la culture, prenons l'exemple de la mode, où justement ils vont perdurer dans le temps, mais ils vont être renouvelés. Comme par exemple, on voit aujourd'hui toute la mode du vintage, par exemple, qui revient à la mode. On parle de retour, mais finalement, ça n'a jamais véritablement disparu. Le phénomène était beaucoup plus réduit. Donc effectivement, il y a une forme d'immortalité et d'éphémérité dans la mode. Après, c'est un juste milieu et puis ça va varier selon énormément de facteurs. On parle de cycle, mais en fait, en t'écoutant, on pourrait peut-être parler de ouais, d'éphémère et de marquant.
C'est notre rituel en quelque sorte aussi dans la mode. Bah, disons qu'en plus, ça va dépendre de l'impact du vêtement. Pour reprendre l'exemple de la petite robe noire ou de la marinière de Jean-Paul Gaultier, c'est devenu des intemporels parce que c'est venu dans les mœurs. Après, effectivement, il y a sans doute d'autres vêtements qui étaient à la mode à un moment T et qui ont progressivement disparu parce que bah, ils n'avaient pas cette marque de fabrique et cette étendue mondiale qu'ont pu avoir certains éléments vestimentaires. Et ça c'est des produits spécifiques, mais rien que dans le phénomène, comme tu disais, de mode, ce côté immortel, c'est vraiment un besoin existentiel, humain aussi. C'est une constance quand je parle d'immortel, c'est moi ça me fait penser à cette constance, sociale, ça perdure, ce sera toujours là. C'est ça, il y a cette volonté d'inscrire dans le temps et dans l'espace quelque chose, et puis que ça reste éternellement, mais on le voit bien, mis à part de très très rares éléments qui ont perduré sur plusieurs millénaires, ça reste quand même plutôt de l'ordre de l'éphémère. Après, ça va dépendre de ce qu'on entend par éphémère en termes de durée. Ça peut être quelques années, quelques mois, comme plusieurs siècles. Oui, parce que tu as étudié justement, cette constance sociale, enfin quelque chose qui était un rituel, quelque chose de plutôt, j'allais dire spontané, mais c'est pas le bon mot. Une habitude, voilà, d'enterrer, les morts et de les habiller. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été là et toi, tu as pu aussi, l'étudier et tu vois une constance, ce côté, immortel d'un rituel de la mode, en fait. Cette constance justement dans la volonté d'habiller le défunt pour garder d'une part une image de l'être social ou de la personne que l'on connaît, d'en garder aussi une image de quelqu'un, d'une personne et non pas d'un objet, mais aussi d'une personne qu'on connaît, qu'on aime et dont on veut garder une image vivante en fait. Ça participe beaucoup. Après, il y a toutes les relations relatives à la pudeur, la question de l'inhumation nue, c'est quelque chose que je ne crois absolument pas, à laquelle je ne crois absolument pas, d'une part parce qu'on a de nombreux exemples, pour les périodes même les plus anciennes, de traces d'habillement essentiellement sous forme de culture matérielle, mais quelles que soient les périodes considérées, il y a toujours des vêtements. Après, il va y avoir une variation au niveau du type de vêtement qui va être employé par contre. Ouais, j'ai regardé, en préparant cette discussion, j'ai regardé dans les lois en France, c'est pas interdit d'être, inhumé, nu, mais en fait, c'est impensable. C'est vraiment bizarre. C'est ça, enfin, on peut pas l'interdire parce qu'il y a une telle variabilité des pratiques funéraires et une telle liberté individuelle que il n'y a pas de raison non plus de l'interdire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bah, on n'y touche pas parce qu'on touche à quelque chose de sacré. Le vêtement est un outil de communication, donc même chez le défunt, au moins pendant les funérailles, il reste un élément de communication, un élément social. Se vêtir et même revêtir nos morts, c'est un peu le rituel qui rend la mode, immortelle, en quelque sorte. Il y a une certaine part d'immortalité du fait que il y a un phénomène de séparation et donc du coup, les vivants vont se reconstruire de leur côté tout en gardant une image de l'individu décédé. Donc ils vont essayer de donner bah, pas forcément la meilleure image, mais l'image qu'ils jugent la plus convenable et qui peut répondre soit à leurs attentes, soit à des attentes sociales. Dans justement aussi, garder une image belle de la personne, disparu, il y a aussi, toutes les techniques d'embaumement qui ont, développé aussi, ce rituel. Je sais pas comment dire, qui a spécifié ce rituel. Disons que la question d'immortalité avec la pratique de l'embaumement, on peut remonter très loin là-dessus. Mais c'est vrai que les techniques les plus modernes, bah, en fait, se sont aussi adaptées aux considérations qu'on a de la mort. Donc il y a une volonté d'immortalité dans une certaine mesure où on veut la préservation du corps. Alors on la veut, je pense aussi surtout dans le cadre des funérailles. Euh, Ça a été, pour prendre des exemples, par exemple, François Ier est mort fin janvier. Il est inhumé au mois de mai. Pendant 55 jours, il va être trimballé de ci, de là dans tout son royaume. Donc, il faut quand même envisager qu'à un moment ou un autre, soit ils ont pris un substitut, soit effectivement ils ont participé à un embaumement du corps pour justement bah, garder un aspect visuel à peu près correct tout au long des 55 jours. Parce qu'à la fin, le pauvre François Ier ne devait pas être dans un état très très frais. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà, donc puisqu'il y a les cérémonies d'exposition, tout ça. De nos jours, on est un peu dans un système qui est un peu similaire, c'est-à-dire que on souhaite conserver l'image de la personne vivante telle qu'on l'a connue le plus longtemps possible, au moins le temps des funérailles.
Après, ce qui se passe, bah, il y a une occultation, notamment du fait avec la pratique de l'inhumation, qui est de la dissimulation au corps. Donc à partir de là, on n'y a plus accès. Donc comme on voit pas ce qui se passe, on n'a pas forcément tendance à imaginer les phénomènes biologiques qui en découlent derrière. Est-ce qu'il y a un impact des matières textiles sur justement, cette période des funérailles? Pas vraiment en fait, il n'y a pas vraiment d'influence en fait du vêtement sur le corps au moment des funérailles. Après, au niveau de la décomposition, oui, ça peut modifier le rythme de décomposition du cadavre et l'agencement final des ossements, puisque c'est l'un des arguments qu'on va utiliser en archéo, justement pour essayer de restituer les éventuels dispositifs qui sont présents et essayer de les caractériser. Tu pourrais nous en dire plus de comment ça se passe justement cette, étude de cet impact-là de ce dialogue entre, les tissus des vêtements qui ont été, portés par le mort et le corps? Enfin, comment tu étudies ça et qu'est-ce que ça révèle pour toi? Disons que la démarche a été d'une part dans le cadre de ma thèse de doctorat, de comprendre comment se décomposait un cadavre, de comprendre aussi les facteurs qui peuvent modifier les modalités, l'accélérer ou le ralentir. Et j'ai particulièrement travaillé justement sur ces questions d'habillement, de vêtements, euh, puisque c'est des problématiques auxquels nous sommes confrontés en archéologie, puisqu'on essaie de restituer tous les dispositifs autour du défunt, donc que ce soit l'architecture funéraire, mais aussi l'habillement, voire l'enveloppement, ce qu'on appelle communément les linceuls, qui peut prendre une diversité de formes. Donc dans ce cadre-là, moi, ça a été essentiellement de travailler sur des exhumations de sépultures récentes pour justement pouvoir faire des observations sur le cadavre et sur les types de vêtements pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'un pouvait influencer l'autre. De ce qu'il en ressort, c'est qu'essentiellement, lorsque les textiles sont des textiles naturels, lin, coton, soie par exemple, on va avoir une dégradation qui va être plus rapide que les textiles à fibres chimiques ou à fibres synthétiques, puisque par nature, comme ce sont des produits de la chimie, ils sont naturellement plus résistants. Naturellement, si je peux employer le terme bien évidemment. Ouais. En termes de confection, les matériaux leur confèrent une meilleure résistance aux produits de la décomposition, qui sont des produits quand même assez agressifs. Donc, effectivement, tout ce qui est textile naturel aura tendance à se dégrader plus facilement. Après, en termes de durée, c'est hyper compliqué parce que non seulement il y a le textile à prendre en compte, mais aussi les teintures qui vont être employées, puisque même si pour les populations du passé, on va avoir des teintures naturelles, on peut avoir aussi l'utilisation de mordants, donc de matières qui vont faciliter et aider l'accroche de la teinture sur le textile. Et ces mordants-là, même s'ils sont d'origine naturelle, comme la pierre d'Alain par exemple, vont modifier les modalités et le rythme de dégradation du textile. C'est encore pire maintenant avec les, les teintures chimiques. Ouais, j'allais dire, comment ça s'appelle déjà, le service de police, qui étudie, justement, les corps morts et tout ça? Ça va être tout ce qui est institut médico-légal au niveau des hôpitaux, pardon. Ça doit être, mais super compliqué, aujourd'hui avec la qualité des vêtements aujourd'hui et justement toute la chimie dont tu parlais. J'ai même entendu parler, de mairies, en parlant de funéraires, qui commençaient parfois même à interdire les vêtements synthétiques pour les défunts. Ah bah, disons qu'ils vont se dégrader beaucoup plus lentement, ça c'est sûr, donc ça peut poser des problèmes. Après, d'un point de vue médico-légal, c'est un avantage également, puisque ce sont des éléments qui, s'ils sont conservés, vont participer à l'identification de la personne et des circonstances aboutissant à son décès. Donc, ça a aussi des avantages. Après, effectivement, en termes de pratique funéraire, c'est quelque chose qui euh, peut éventuellement poser des problèmes, notamment euh, dans le cadre justement des modalités de décomposition du cadavre, puisque bah, notamment avec les soins d'anatopraxie, les vêtements, mais aussi bah, toute l'alimentation, les médocs, les anticorps qu'on développe, vont aussi participer à ralentir la décomposition du cadavre. Donc on est dans une situation qui effectivement peut amener, bah, comme par exemple au Portugal, au relèvement de tombes beaucoup plus régulier, tous les 3 ou 5 ans, je crois. Euh, en Allemagne, ils sont pris, hein, ils se sont rendus compte de ça il y a une petite dizaine d'années. En France, on n'a pas encore trop conscience de ce problème-là. Enfin, selon les municipalités, bien évidemment, mais effectivement, il y a un moment où on va se poser la question de la gestion de nos cimetières contemporains, tout en étant dans le respect du défunt. Et puis, il y a aussi, la «pollution» entre guillemets la pollution en fait des sols. Un des arguments qui était donné, c'était, qu'en fait, avec la décomposition et justement tous ces textiles synthétiques c'était pas mis en avant pour le défunt, mais c'était plutôt pour, les sols
et la pollution des sols. C'est tout à fait possible. Après, effectivement, ça va dépendre du type de textile qui va être employé. Parce que selon le type de textile, selon le type de teinture, les produits qui sont balancés dedans, effectivement, il est possible que ça puisse provoquer une pollution du sol. Alors après, j'ai pas lu d'études sur le sujet, mais effectivement, il faut voir aussi le contexte, la présence de nappes phréatiques à proximité. Théoriquement, les tombes sont à 2 mètres de profondeur avec des caveaux, donc la pollution est relativement amoindrie, surtout que le cercueil se décompose très lentement. Donc ça permet de contenir un peu les éléments jusqu'à leur autodégradation, entre guillemets. Mais en tout cas, j'appuie ce que tu disais, sur, les tissus, naturels et tout ça et en tout cas, c'était favorisé, de plus en plus et j'ai d'ailleurs découvert une créatrice, je t'en ai parlé, dans nos échanges, Pia, alors je le dis avec un accent bien français, hein. Interlandi. Voilà, Pia Interlandi qui fait des vêtements pour les morts, ça s'appelle Garments of for the Grave. Tu en avais déjà entendu parler? Oui, j'étais tombé sur son expo. Elle a fait une exposition il y a quelques années maintenant, je crois près de 10 Mmh ans, mh. et justement où elle avait développé toute une gamme de produits, de textiles naturels qui se dégradent assez rapidement. Donc après, effectivement, en termes, comme il y avait une question d'exposition aussi derrière, donc un côté artistique, un peu toute une mise en scène plus ou moins macabro-romantique qui a été mise en œuvre. Donc voilà, après, effectivement, ce sont des textiles qui, pour le coup, doivent quand même avoir un certain coût à l'achat. Et le problème aussi, c'est que dans ce genre de situation, on réagit aussi un peu dans l'urgence, dans une situation de crise, donc on ne pense pas forcément tout de suite à aller dans la boutique chic du coin pour claquer un petit billet et acheter des fringues qui sont bio, parce que c'est aussi un coût. Et puis mourir, ça coûte cher, donc ça fait des frais supplémentaires aussi. C'est pas non plus. C'est un luxe, on pourrait dire que c'est un luxe de mourir et c'est un vrai marché de luxe en quelque sorte, hein, ce milieu-là et mais ce qui était intéressant aussi de cette créatrice, c'est qu'elle, elle est obligée aussi de penser donc au corps. Donc, oui, elle a pensé donc à utiliser, des matières naturelles, mais aussi à comment, habiller un corps qui est un corps, mort aussi, qui a du coup un mouvement, restreint. Ah oui, voire aucun mouvement, grosso modo. Ouais, c'est ça. Selon, la durée. Voilà. Et mais effectivement, comme c'est le corps mort est quelque chose d'inerte, on va dire, pour résumer les choses simplement, effectivement, il y a toute une gestuelle qui doit être mise en avant. Après, il y a aussi la question du goût vestimentaire des personnes concernées, puisque on reste aussi dans une démarche artistique, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ah oui, bah, c'est un style, Voilà. c'est le style de comme tout créateur a on a un style, mais là, moi j'ai l'impression que j'en ai pas découvert d'autres. Alors peut-être que, il y en a sûrement d'autres, hein, mais elle, elle a une vraie démarche, aussi artistique et méditative aussi et d'accompagnement, derrière. C'est une vraie marque de créateur, mais c'est un marché Ah oui, oui, aussi. c'est tout à fait. Depuis la libéralisation des funérailles chez nous, ça arrive assez tardivement. On est 19e siècle. Après, il y a plusieurs évolutions législatives qui vont être mises en œuvre avec puis la séparation de l'Église et de l'État en a profité aussi. Il y a même je dirais pas le salon de la mort, mais je ne sais plus le terme exact. Mais effectivement, je crois que régulièrement, je dirais pas forcément tous les ans, mais il y a effectivement quelques années, le salon de la mort, grosso modo, où c'était aussi l'occasion de pouvoir se rencontrer entre. Moi, je n'y étais pas, mais puisque c'est plus des bords actuels, euh, où les professionnels ont pu se rencontrer, mais aussi échanger sur leurs pratiques communes. Et c'était d'autant plus intéressant que ça permettait de multiplier les regards, à l'aube où justement on est dans un système où il y a une commercialisation énorme. Nous, on l'a compris tardivement, mais les Anglais l'ont compris dès la fin du XVIIe siècle, avec la libéralisation des funérailles, où effectivement ils ont libéré tout ce domaine-là du carcan religieux pour en faire un domaine économique à part entière. Au-delà de ça aussi, enfin, c'est très lié au milieu médical. Tous les tissus, hygiéniques et tout ça et il y a une vraie relation, aussi avec ce milieu. Disons que le milieu médical est surtout intervenu après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50-60, notamment avec les progrès de, de la médecine. Ça a permis de retarder de plus en plus euh, les décès, mais aussi avec les techniques de réanimation qui ont été révolutionnaires, les transplantations, tout ça. Donc il y a non seulement eu un recul
de la mort, mais aussi une forte médicalisation où les gens ne mourraient plus chez eux avec leurs proches, mais meurent de plus en plus à l'hôpital. Donc là, il y a tout un côté hygiénique aussi qui rentre un peu plus en œuvre et c'est d'autant plus compliqué que c'est une situation déjà qui n'est pas facile. Donc, bon, après, le milieu médical en général connaît plutôt bien son travail, donc ils ont l'habitude, ils savent parfaitement prendre les choses en main et aussi l'accompagnement des familles. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, du coup, il y a mais le tissu est, fait, on va dire, l'entre-deux, entre, justement le passage hem, de ce monde-là, médical et ben, dans le cimetière et puis, ça, c'est pas nouveau, hein, je pense, ben, justement, toutes les techniques d'embaumement, pardon. Avec, ben, on pense tous aux momies avec le lin et toutes ces matières qui créent une résine, et qui vont, conserver le corps et tout ça. Enfin, c'est impressionnant, ce vêtement, ce tissu qui est la frontière en quelque sorte. Enfin, même pas une frontière, mais un passage. Oui, puis qui va être un peu aussi une vitrine parce que du coup, quand on voit par exemple au couvent des Capucins à Palerme, les moines qui sont suspendus dans leur tenue de moine au mur, ou la petite Rosalia Lombardi qui a été embaumée au début des années 20. Là, ici, le vêtement joue aussi le rôle de vitrine. Alors, dans le cas de la petite Rosalia, c'est un peu plus compliqué puisque l'embaumement a très parfaitement fonctionné. Donc, le corps est encore quasiment intact. En revanche, pour les moines des Capucins, ils sont à l'état de momie complètement desséchée, voire de squelette. Donc là, auquel cas, le vêtement sert aussi de marqueur identitaire pour pouvoir différencier directement un squelette d'un autre et savoir que c'est frère machin d'un côté et frère truc de l'autre. Ah ouais! Donc c'est là le côté, on va dire, un peu, immortel, de la mode qui nous permet justement de différencier, depuis après des années, voire des milliers d'années, plus tard, des corps et des personnes, des personnages. C'est comme ça que, ben, l'histoire est étudiée aussi. Mais il y a aussi la mode dans le sens, esthétique, l'éphémère des pratiques esthétiques aussi, qui permettent de dater, en fait, aussi les défunts. Toi, c'est quelque chose qui te permet enfin, que tu étudies aussi et qui te permet justement de classifier, de catégoriser, en fait, dans le temps tes sujets d'études ou Ouais, tout à fait, parce que la culture matérielle, notamment tout ce qui est mobilier vestimentaire, donc ça peut être les épingles, les fibules, les plaques les boucles de ceinture, qui vont nous apporter des éléments de datation, donc nous permettre soit de rattribuer à une période chronologique large, soit d'avoir des éléments de datation plus fins, euh, notamment pour le mobilier qui est parfaitement bien connu selon les périodes chronologiques. Donc ça va être aussi des marqueurs dans une certaine mesure, puisque c'est des éléments qu'on va retrouver pour certaines périodes, mais pas pour toutes. Par exemple, les boucles de ceinture à deux pans qui peuvent être assez volumineuses, on va les retrouver essentiellement sur la période du Moyen Âge. Elles apparaissent grosso modo au 5e siècle, sans doute sous euh, l'influence et les contacts avec les populations germaniques qui commencent à arriver depuis quelque temps en Gaule, mais qui va finalement disparaître au 7e, plutôt même 8e siècle, qui va progressivement disparaître parce que il y a l'influence du christianisme qui va prendre un peu la tête des pratiques funéraires et donner quand même quelques grandes lignes légèrement coercitives sur les pratiques funéraires. Mais malgré cela, on observe pour le second Moyen Âge, par exemple, qu'on peut avoir différents types de dispositifs. Alors en archéo, on a un peu du mal à les caractériser concrètement, puisque bien souvent, 99% des cas, ils ont disparu. Donc on va être de plus en plus sur des dispositifs de type enveloppement, qu'on va pouvoir reconnaître par des effets de maintien au niveau de certains ossements, mais aussi on a des éléments de dispositifs vestimentaires. Alors actuellement, les recherches sont quand même bien avancées, mais on arrive de plus en plus à identifier les effets de chausses ou de chaussures, donc au moins d'un élément présent au pied, mais aussi de dispositifs au niveau du tronc, par exemple, qui peuvent être assez étroits, être pourvus de manches. Donc ça, on commence de plus en plus à les identifier. donc l'histoire du comme on appelle ça, l'histoire du costume va grandement t'aider, en fait, toi, dans tes études, quoi. Ça va nous aider, mais alors le problème, c'est que ben, on peut avoir une multiplicité de possibilités sans pour autant pour affirmer qu'archéologiquement l'exemple que j'ai correspond à tel truc que j'ai vu dans tel catalogue. C'est un peu compliqué parce qu'on peut avoir aussi des effets de ligature, donc on peut avoir plusieurs pistes, mais effectivement en l'absence de textile concerné, ça reste quand même assez délicat.
On parle de style, marqueur social, mais en fait le style, il aide, quand même un petit peu pour ses recherches et pour apprendre le passé quoi, c'est impressionnant. Je vois qu'on arrive, gentiment vers la fin, mais je voulais glisser un petit mot sur aussi on a parlé de la mode immortelle ou mortelle. Il y a de plus en plus, de sujets justement sur les vêtements synthétiques et tout ça. On parlait de la pollution des nappes phréatiques, mais c'est quand même, alors toi tu l'as vu, tu vois l'impact sur, les tissus, les corps morts, l'impact de certaines matières, mais en tant que vivant aussi, on peut y penser que, cette matière, elle a aussi un impact sur nous aussi à ce jour et selon la qualité que c'est et la provenance, l'origine, ça peut être aussi mortel. Effectivement, moi, travaillant sur les populations du passé, on n'a pas ce genre d'indice, puisque dans 99% des cas, les éléments ont disparu. Mais quand on voit effectivement même les traitements qui ont pu avoir lieu sur les textiles, quand on voit les mains des teinturières, même actuellement dans certains pays de l'Asie de l'Est ou de l'Inde, par exemple, bah, on se doute bien qu'effectivement, ça peut potentiellement avoir des conséquences sur le vivant. Après, ça va dépendre aussi de la démarche du fabricant, des matériaux utilisés. C'est énormément c'est polyfactoriel. Je me demandais alors du coup si tu avais pensé à d'autres choses quand on préparait cette discussion sur cette idée de mode, immortel, vs la mode éphémère? Disons que voilà, c'est une question ambivalente parce qu'il y a la volonté d'immortalité dans une certaine mesure, propre à de très nombreuses cultures humaines, mais ça va dépendre aussi de leur système de fonctionnement, où effectivement, bah, si le défunt va prendre sa propre enveloppe corporelle et ses vêtements pour aller dans l'au-delà, ou si au contraire, il va se transformer en quelque sorte, et auquel cas, effectivement, l'enveloppe vestimentaire n'est qu'un moyen sur court terme pour préparer uniquement le défunt et n'a pas d'utilité derrière. Et préparer le vivant qui reste aussi pour lui dire, aussi, au revoir et garder aussi cette image parce que c'est pas seulement un visage qu'on garde, mais c'est tout le corps. C'est ça, c'est participer à une conservation de la personne en tant qu'être vivant. Et c'est un des outils notamment qui permet de conserver cet aspect du défunt. Ça me fait juste penser à une image, parce qu'on pense à nous, voilà, on garde, cette dernière image et puis on se dit peut-être que aussi c'est le vêtement avec lequel il va rester aussi, pour cette, 2e vie. Il va rester avec, heu, durant, une éternité et donc ben, autant qu'il soit beau et que ça lui ressemble, en fait et c'est un peu cette idée-là, qu'on pourrait, avoir de la mode immortelle. C'est ça, c'est qu'il y a l'ambivalence entre la reconstruction des vivants et puis la séparation avec le défunt. Mmh. Donc c'est bénéfique pour les deux parties, entre guillemets. Eh bien, pour terminer, je, pose souvent cette question, à mes invités. Est-ce que tu aurais un livre à nous partager justement pour, continuer peut-être cette réflexion ou bien un article peut-être, Il y a le très bon ouvrage de Anne Carroll sur l'embaumement au XIXe siècle, l'embaumement à la période romantique, où elle a repris notamment tous les travaux de Jean-Nicolas Ganal, qui est l'un des pionniers de la thanatopraxie actuelle, et qui les remet parfaitement dans son contexte, qui montre le rôle qu'il a pu jouer et le rôle qu'il n'a pas joué ou qu'il aurait espéré jouer. C'est accessible pour tout le monde, c'est très bien écrit. Comme toujours avec Anne Carroll, c'est très fluide, donc c'est hyper facile d'accès et très bien structuré et hyper argumenté. Sinon, oui, j'ai envie de dire sur YouTube, il y a plusieurs reportages qui peuvent être intéressants. Aussi impossible de s'abstenir parce qu'il peut y avoir des images choquantes. Sinon, pour le côté médico-légal, je vais faire de la pub à Michel Sapanet et ses Chroniques d'un médecin légiste, qui justement a écrit en trois ouvrages d'anecdotes auxquelles il a pu être confronté dans le cadre de sa pratique professionnelle. Et ça peut paraître comme ça un peu rebutant de prime abord, mais il y a tout un humour qui est dans le respect du défunt, qui n'est pas dans le voyeurisme ni dans la perversion, qui est particulièrement mise en œuvre. C'est plutôt drôle, très bien amené, et ça permet d'avoir un aperçu un peu de ce que fait au quotidien un vrai médecin légiste, contrairement à ce qu'on peut nous montrer à la télé dans les séries par exemple. La vie dans la réalité, c'est quand même bien plus compliqué, et justement différents cas auxquels il, il a pu être confronté. Puis il y a certains éléments qui sont bien évidemment romancés, mais subtilement et de façon très habile. Et c'est des petits bouquins, c'est des petites nouvelles qui se lisent très bien, et c'est vraiment, ouais, c'est une petite pépite. bah, merci pour la découverte. De rien. J'irai découvrir ça et puis, bah, pour terminer, en fait, en t'écoutant parler et en discutant, je me dis: «Eh ben, on devrait, avoir un nouveau métier
des thanatologues de la mode. Alors, dans une certaine mesure, en fait, c'est déjà le cas, puisque la thanatologie, telle que l'a définie Louis-Vincent Thomas, c'est l'étude du mourir, de la mort et de l'après-mort. Donc, ça va concerner non seulement tout ce qui va arriver aux défunts, mais aussi tout ce qui va arriver aux vivants. Alors, selon d'énormes spécialités, allant de la médecine à l'archéologie, en passant par l'histoire, la linguistique, la psychologie. Donc, dans une certaine mesure, quand on s'approche et qu'on fait de la thanatologie, on fait indirectement de la mode, sous réserve qu'on soit sérieux dans son travail, puisque effectivement, au moins pour les périodes anciennes et les personnes actuelles, si on traite le cadavre sans prendre en compte effectivement le vêtement qu'il a pu avoir, on va biaiser quand même une partie de ses résultats, puis de son approche aussi. Merci beaucoup, Denis, parce que ça nous ouvre vraiment. Parce que voilà, quand on pense mode, on pense tout le temps au quotidien, qu'est-ce que je veux porter aujourd'hui? Mais là, tu nous as ouvert un champ énorme et je te remercie pour ton temps, pour ce petit rituel qu'on commence à avoir, à se retrouver. Je mettrai donc en lien les références que tu nous as partagées. Et puis au plaisir de se retrouver sûrement à la Saint-Valentin. Sans doute, ce sont nos 2 rendez-vous annuels, donc il y a de fortes chances qu'on s'y retrouve. Et à très bientôt. À très bientôt. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.